Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag, le libre cours de Radio Courtoisie, votre émission pour les 7 à 117 ans. Ici Jean-Étienne Posin, votre fidèle chroniqueur du RC Mag et animateur du libre journal du numérique. Je prends les commandes de l'émission pendant que Jean-Édouard Kerbini profite de l'été et on lui souhaite de belles vacances. Pour juillet et août, on change la recette, fini les chroniques, place à de grands entretiens pour explorer en profondeur les sujets qui vous captivent. Tout de suite, nous recevons le docteur Corinne Skorupka, médecin, présidente de la fondation Luc Montagnier. Bonjour à vous, docteur. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Docteur Skorupka, écoutez, ma première question sera la suivante. Pouvez-vous nous résumer votre parcours et votre rôle actuel à la fondation Luc Montagnier et qu'est-ce qui vous a conduit à la médecine intégrative, si je ne me trompe point? Bah, écoutez, mon parcours, c'est que je suis une psychiatre de formation, interne en psychiatrie et c'est vrai que j'ai été un petit peu apeurée par l'environnement Mhm. et je me suis très vite spécialisée vers l'homéopathie, les médecines naturelles et j'ai rencontré la psychiatrie orthomoléculaire qui était en fait, le fait de soigner les maladies psychiatriques par des hautes doses de vitamines. Donc ça, c'était mon parcours. Puis, petit à petit, j'ai évolué sur d'autres choses comme l'autisme. Mhm. Mon rôle dans la Fondation Luc Montagnier, c'est que peut-être, je vais parler de ma rencontre avec le professeur Montagnier, c'est peut-être plus intéressant, c'est qu'un jour, il avait écrit un livre, il y a quelques années, Mieux que prévenir, guérir. Et dans ce livre, il y avait un tout petit chapitre sur l'autisme où il disait qu'on pouvait guérir l'autisme avec des antibiotiques et du glutathion. Et comme j'étais très impliquée dans l'autisme à cette période, je lui ai fait un mail et en disant que j'étais très étonnée et plutôt admirative d'un prix Nobel qui s'intéressait à ce genre de choses. Et voilà, mais sans plus. Et il m'a tout de suite répondu, il m'a tout de suite demandé à me rencontrer. On a tout de suite sympathisé, comme on peut dire. Et, euh, et sur mon travail, il m'a proposé de faire une étude des signaux électromagnétiques, qui est le test qu'il promouvait à l'époque, pour voir si on retrouvait des signaux chez les enfants autistes. Donc petit à petit, on a fait ces études, on a eu des résultats très intéressants. Il m'a fait entrer dans la fondation et de chemin en chemin, j'en ai pris la présidence. Voilà, pour maintenant, le but est de développer ces travaux. D'accord, bah, écoutez, c'est très clair. Vous êtes reconnu d'ailleurs pour votre travail justement sur l'autisme, notamment via l'association Ariane. Quelles avancées majeures dans la compréhension ou le traitement de l'autisme observez-vous en 2025? Donc moi, comme vous dites, j'ai été présidente de l'association Ariane pendant de nombreuses années. Mmh. Je l'ai créée. Euh, Entre-temps, donc l'association Ariane, en fait, elle travaillait avec l'Autism Research Institute aux États-Unis pour essayer de développer toutes les causes biologiques de l'autisme. Donc à l'époque, on travaillait beaucoup sur les métaux lourds, sur l'alimentation et beaucoup de causes environnementales. Mais ma rencontre avec le professeur Montagnier m'a ouvert des voies. Je me suis rendu compte qu'on trouvait à peu près chez les enfants autistes, 80% des enfants autistes avaient en fait des signaux électromagnétiques positifs. Donc, on pouvait trouver un problème infectieux chez ces enfants. Donc, aujourd'hui, on développe de plus en plus ce concept d'infection chronique chez les enfants autistes. Et il est vrai qu'après certains traitements, on a des nettes améliorations. Donc, il faut absolument avancer vers cette cause et développer les recherches à aujourd'hui. Donc 80. Pratiquement sur les tests que l'on a eu fait avec le professeur, il y a à peu près 10 ans maintenant. D'accord. Voilà, c'est ce qui est absolument énorme. Oui, oui, bah, c'est pour ça que je Et, je vous remercie. bien sûr, on avait une série de neurotypiques qui étaient tous négatifs. Neurotypiques veut dire des enfants sans signe d'autisme, pour préciser. Oui, 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 merci. Mm. Vos approches comme les régimes sans gluten ou les traitements contre les infections chroniques ont été, malheureusement, critiqués comme, vous allez peut-être pas aimer le terme, mais pseudo-scientifiques. C'est tout à fait le terme, c'est pire que ça, hein, nous parler plutôt de charlatans. Donc, Bon, le plus on peut y important, c'est aller, hein. J'ai et eu peur. et le plus important, c'est comment y répondez-vous? Mmh.
Comment j'y réponds? Bah, écoutez, on y répond parce que malgré toutes les critiques, malgré, on a la clientèle est toujours venue, on a eu de plus en plus de patients, de plus en plus de patients améliorés, de plus en plus de patients contents. Donc je Mmh. pense que la meilleure réponse, c'est aussi, les patients, heu, qui eux nous ont soutenus, et nous ont aidés à continuer. Parce que sans ça, on ne pouvait pas. Les critiques sont toujours là. Des fois, je ne m'explique pas toujours, pourquoi cette incompréhension, parce qu'on a des faits, on a des études, sur ce genre. Vous avez parlé du régime sans gluten, je crois qu'il y a plus de 3000 publications. On a des études sur les infections chroniques et malgré ça, la porte est fermée. Mais ne me demandez pas pourquoi, je j'ai pas forcément la réponse à tout. Bah, oui, mmh, Si j'avais la réponse, peut-être que, bah, et écoutez, on on l'a pourrait y malheureusement répondre pas. plus facilement, mais comme j'ai pas de réponse, le débat est compliqué puisque Bien cette sûr. fermeture et par contre, il y a quand même des études, hein. Aujourd'hui, il y a un article de Figaro qui est paru il y a pas très longtemps, il faudrait que je le retrouve, où en fait, il parle qu'il faudrait explorer, chez les enfants autistes, des pistes environnementales, de métaux lourds, de plein de choses. Donc il faudrait, prendre une centaine d'enfants, les traiter et voir dans 10 ans ce qui se passe. Ben oui, ben dans 10 ans, on aura peut-être, des résultats. Peut-être que les résultats seront différents parce que l'époque aura changé Mmh. et malheureusement, à force de perdre du temps, c'est des tas d'enfants qui sont, pour moi, sacrifiés aujourd'hui parce ils ne reçoivent pas forcément le bon traitement. Et les Voilà. facteurs, environnementaux comme, les métaux lourds ou les perturbateurs endocriniens jouent-ils toujours un rôle clé dans l'autisme selon vous? Bien sûr, ils jouent un rôle clé, mais ils ne sont pas tout seuls. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous les facteurs environnementaux, que ce soit, on appelle un facteur environnementaux tout ce qui est tout ce qui est à l'extérieur en fait de la personne, Mmh. en dehors de sa propre génétique et son métabolisme, que ce soit les métaux lourds, que ce soit l'alimentation, que ce soit les perturbateurs endocriniens, les pesticides, les médicaments que la mère a pu recevoir, la junk food, parce que s'ils mangent n'importe quoi, ben, c'est bourré aussi de produits chimiques. Hein, on peut aussi parler de ça. Tout ça, bien sûr, ont un rôle sur l'autisme. Quel est ce rôle? Ou sur toutes les maladies chroniques, parce que l'autisme, on peut la considérer comme une maladie chronique aujourd'hui. Mmh. Le rôle, c'est que tout ça, ça va générer un stress oxydatif. Bon, stress oxydatif, ça veut dire que les molécules seront de plus en plus oxydées, hein. C'est comme un grillage, quand il est à l'extérieur, il se rouille. Bah, le corps, c'est pareil, il s'oxyde. Plus il s'oxyde, plus il vieillit. Et tous ces facteurs vont accélérer ce vieillissement, donc ce D'accord. stress oxydatif qui lui-même va accélérer une perturbation du système immunitaire Mmh. qui va rendre toute cette population, adultes, enfants, beaucoup plus sensibles aux infections, quelles qu'elles soient. Voilà le D'accord. schéma où on peut dire que bien sûr, ça a un rôle parce que c'est eux qui vont déclencher en fait cette diminution du système immunitaire. Et puis bien sûr l'environnement, je crois qu'il ne faut pas aussi oublier les ondes électromagnétiques dans Mmh. notre dans notre environnement, hein. Peut-être que c'est un événement, un élément nouveau qui a pu aussi accélérer certaines pathologies. Voilà. Docteur, nous allons faire juste une petite pause, un petit message, pour, les auditeurs de Radio Courtoisie. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs de Radio Courtoisie, surtout rendez-vous bien sur soutenir.rc.fr ou envoyez-nous un chèque au 61 boulevard Murat 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous et chacun de vos dons est déductible aux 2 tiers si vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu. Donc nous sommes toujours avec le docteur Skorupka. Votre travail avec, Chronimed met en avant les infections entre guillemets «froides», hein, dans des maladies comme Alzheimer ou Lyme. Pouvez-vous, expliquer ce concept et son importance? Alors donc, je vais aller plus loin, Alzheimer, Lyme, mais Lyme est une infection froide et c'est une infection chronique déjà. On peut rajouter la sclérose en plaques, toutes les maladies neurodégénératives et D'accord. la fibromyalgie et toutes les nouvelles maladies de Ah. civilisation. Donc le concept, c'est un peu ce que je vous ai dit, précédemment, c'est-à-dire qu'on a un environnement de plus en plus toxique qui va en fait générer un stress oxydatif. Ce stress oxydatif, va diminuer le système immunitaire
qui sera plus capable de se débarrasser de toutes les infections opportunistes que le corps va recevoir, que ce soit en fait des virus, des bactéries, des parasites et tout ça. Donc, en fait, ces infections chroniques vont en fait générer une espèce d'inflammation généralisée, une vasoconstriction des vaisseaux avec micro-artérites. Peut-être que c'est un peu compliqué pour votre public. Et tout cela va générer en fait une neuroinflammation qui peut être à l'origine de beaucoup de maladies neurodégénératives. Alors, le Lyme, c'est particulier. Le Lyme, c'est une bactérie elle-même, Borrelia, qui elle-même est une infection chronique qui peut aussi favoriser toutes ces infections neurodégénératives. Mais il n'y a pas que le Lyme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'infections chroniques et beaucoup de bactéries qui peuvent être responsables. Oui, vous Voilà. Et nous, citiez, le but de... pardon, Non, dites-moi. allez-y. Non, Vous et nous, le but de la Fondation, on en parlera plus tard, c'est bien sûr de rechercher ces infections chroniques chez ces patients. Voilà. Et de pouvoir, bien sûr, leur donner un traitement. alors bon, Mais c'est sûr que le concept, il est là. Et d'ailleurs, ce concept était connu il y a très longtemps. C'est-à-dire que quand vous reprenez d'accord, les anciens livres de psychiatrie, vous prenez Baruch, qui est un neuropsychiatre du siècle dernier, il parlait de colibacilles et dépression, de plein de bactéries, de syphilis et problèmes neuropsychiatriques. Tout ça, c'est décrit. Dans les années 60, on décrivait beaucoup le chlamydia comme cause de polyarthrite rhumatoïde. On sait que le streptocoque aussi pouvait donner à une maladie post-streptococcite comme le rhumatisme articulaire aigu. Tout ça, c'était connu. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il y a une espèce de virage dans la médecine où en fait, on ne cherchait plus les causes, on mmh s'est mis à traiter le symptôme. Donc, une polyarthrite se traite avec immunosuppresseur. Un Alzheimer va se traiter avec une maladie, avec un médicament particulier. L'autisme, il n'y a pas de traitement puisque c'est génétique ou c'est la mère ou c'est psychanalytique. Et à un moment donné, on a arrêté de s'occuper des causes. Et c'est comme ça qu'il y a eu en fait cette déviation qui fait que on traite des symptômes et on développe des pathologies et des médicaments pour ces symptômes et on s'est arrêté là. Mais ces notions étaient très connues il y a un siècle, on va dire. cher Ou docteur, un peu plus, il y a 50 ans, on va dire. cher docteur, est-ce que, tout à l'heure, parce que ça peut toucher, ça peut parler aux auditeurs de Radio Courtoisie, vous avez cité aussi, fibromyalgie. Est-ce que ça peut être aussi, je sais pas, Ehlers dans l'os et tout ça, le 7 par exemple? Alors, les néerlandais, je trouve qu'on en parle beaucoup, beaucoup. Et j'ai beaucoup trouvé de Borrelia. J'en ai eu beaucoup. Et j'ai beaucoup trouvé d'infections chroniques, type Borrelia, mais la fibromyalgie, je dois dire que j'en ai beaucoup. Et je trouve vraiment c'est des infections chroniques. D'ailleurs, on commence à les traiter. Des simples cures d'antibiotiques améliorent la douleur, alors que souvent les antidouleurs ne le faisaient pas. Je pense D'accord, que c'est une nouvelle maladie aussi, et je pense qu'il faut explorer cette piste dans la fibromyalgie. très bien. En 2025, les maladies chroniques, semblent, je sais même pas pourquoi je dis «semblent», hein, en hausse. Non, ça sent pas du tout. Oui, oui, quels facteurs environnementaux ou sociétaux, pointent-ils du doigt et que faire pour y répondre? Bon, écoutez, il y a une explosion, hein. L'Alzheimer, c'est décrit partout, hein, d'ailleurs, il y a plus assez de maisons et de places Pour pour les s'en personnes. occuper. Ouais. L'autisme, si vous prenez les chiffres officiels, mais officiels, hein, Mmh. on est passé de 1 sur 1000 quand j'ai fait mes études de psychiatrie et à aujourd'hui, on est 1 sur 16 en Californie, parce que Ah la oui, d'accord. Californie compte. En France, on les compte pas, mais on dit à peu près 1 sur 100, mais déjà, c'est Énorme. certainement beaucoup plus. Donc on parle d'épidémie, mais bon, il n'y a pas d'épidémie qui est génétique, hein, ça n'existe pas. Donc, donc, je pense que les causes de cette explosion des maladies chroniques, c'est malheureusement cet environnement de plus en plus toxique, ces pesticides, cette alimentation de plus en plus dénaturée, ces drogues que les gens prennent de plus en plus sous diverses formes. Et c'est un peu le schéma, on va le répéter. Je pense que c'est vraiment le schéma de base. Système immunitaire affaibli. Et puis en plus, on a un environnement, quelque part, on est de plus en plus ouvert à la nature malgré tout. Alors dans la nature, on rencontre quoi? On rencontre des animaux, on rencontre des tiques, on rencontre plein de petites bestioles qui, elles, sont porteuses de ces De ces infections infections. Mmh. qui vont se développer et générer des maladies chroniques. Et il faut savoir que par rapport à ça, on a de plus en plus, si on parle de maladie de Lyme, on a de plus en plus de tiques, il y a qu'à s'en rendre compte, parce qu'on a en fait tué les prédateurs des tiques,
que sont les rongeurs, les pesticides, tout ça, ça va tuer leurs prédateurs. Ce qui fait que les tiques se développent, le système immunitaire s'affaiblit. Les tiques ne sont pas porteuses que de Borrelia. Je parle des tiques, mais ça pourrait être plein d'autres Ouais, ouais, ouais. bactéries et plein d'autres moustiques, hein. Je parle des tiques parce qu'on parle beaucoup de maladies de Lyme en ce moment. Tout ça, ça se développe de plus en plus. Les organismes sont de plus en plus affaiblis et les maladies se développent. Voilà. Donc, c'est une, à mon avis, des voies de recherche les plus importantes pour notre siècle. D'accord. Pensez-vous que les autorités de santé, d'ailleurs, marginalisent les approches alternatives comme la vôtre? Et si oui, pourquoi? Non seulement elle est marginalise, mais elle ne veut pas en entendre parler, hein. On est un peu considéré comme sec, comme charlatan. Alors ça dépend des pays, hein. Oui, En Suisse, c'est quand même un peu moins marginalisé. Certaines maladies, certaines médecines alternatives vont être prises en charge par les caisses. En France, on a déremboursé l'homéopathie, qui était vraiment une médecine qui pouvait aider. Et certaines personnes, malgré tout, ne peuvent pas se payer un tube d'homéopathie. Pourquoi? Écoutez, est-ce que j'ai la réponse? Est-ce que j'ai pas la réponse? J'ai pas envie non plus d'avoir des réponses, trop complotistes, je suis pas là pour je ça. comprends bien. Mais, enfin voilà, donc c'est quand même un mystère parce qu'à côté de ça, les gens le demandent de plus en plus. Vous avez de plus en plus de personnes perdues qui cherchent des médecins, qui cherchent d'autres réponses, qui voient que la simple médecine, la médecine classique ne répond pas et ils vont lire un article dans un magazine de santé où on leur dit d'arrêter le gluten, d'arrêter le lait ou, de prendre quelques compléments alimentaires et d'eux-mêmes vont se sentir mieux. Oui, Donc, il y a une demande de plus en plus grande et une restriction de médecins de plus en plus petite. Et alors que ça aiderait, qu'on ferait des économies à la sécurité sociale, parce qu'on aiderait beaucoup les patients, parce qu'en fait, en faisant une médecine un peu plus préventive, on pourrait peut-être éviter certaines maladies chroniques. Mais pourquoi les autorités ne sont pas aujourd'hui, parce que moi j'espère toujours, hein, comme je suis une grande optimiste, bah, j'espère qu'un beau jour, on y viendra et on nous écoutera. d'accord. Voilà, mais Et pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas la réponse à tout. oui, oui, non, mais Voilà. ça, bien sûr. Mais quels conseils, par contre, donneriez-vous aux auditeurs pour préserver leur santé face aux défis actuels? Alors, quel conseil? D'abord, bon, un conseil, alors, je suis pas très pour le conseil généralisé pour tout le monde, parce D'accord. que chaque personne est différente. Le régime qui va marcher chez l'un ne va pas forcément marcher chez l'autre. Tout ça, ça va dépendre de sa génétique, de son histoire, de sa pathologie. Mais en gros, si on parle d'une alimentation saine, biologique, si on parle de trouver les bons compléments alimentaires, d'aller respirer, de faire 30 minutes d'exercice, de trouver le bon médecin qui va être à l'écoute, qui ne va pas traiter que le symptôme, mais qui essayer de comprendre les causes du problème. Oui, Enfin voilà, donc voilà, et de pas forcément lire le dernier article qu'ils ont rencontré non plus, parce que souvent, souvent, quelquefois, c'est pas forcément le dernier qui a parlé qui a raison, parce qu'on a toujours une mode qui sort, et cette mode-là, elle n'est pas forcément pour cette personne. Donc avoir aussi du bon sens. Mais souvent, les personnes, elles sont elles-mêmes ce qui est bien pour elles. Des fois, elles mmh. sentent que quand elles mangent cet aliment, bah, ça va pas pour elles. Donc, il faut qu'elles s'écoutent. Bah oui, j'ai pas été bien, et puis qu'elle essaye de trouver la bonne réponse et le bon médecin pour l'accompagner. Mais en tout cas, le truc simple, parce que dire pas manger, pas trop boire et tout ça, c'est sûr que ce sont des conseils un petit peu trop rapides, hein. Donc, à trouver la bonne alimentation, le bon rythme, et aussi se faire plaisir, parce que si on se fait pas plaisir, ça ne marche pas non plus. Et pour Voilà. parler, je vais parler avec des mots, puisque je ne suis pas docteur, plus simples. Qu'est-ce que vous pensez des réflexions: «Ah bah, c'est psy, c'est dans la tête, c'est psy», voilà. Mon Dieu, c'est dans la tête. Combien de patients à qui on a dit: «C'est dans la tête», des fibromyalgiques, des Lyme, ils sont arrivés, ils ont un parcours du battant, on les a mis en psychothérapie, il y a rien qui marchait. Voilà, puis souvent, alors là, il y a une réponse par contre, quand le médecin ne sait pas, et ça malheureusement, on voit ça très souvent, Mmh. c'est pas de sa faute puisque le médecin, il sait tout normalement. Donc forcément, ça vient du patient, donc c'est dans sa tête. Hein, hein. Et le nombre de personnes qui sont arrivées avec le «c'est dans sa tête» et aussi chez qui on a trouvé des douleurs, chez qui il y a des douleurs, de la dépression, des problèmes articulaires, de la fatigue chronique, et on les découvre une infection chronique et un simple traitement, parce que tout le monde n'a pas forcément le réflexe de faire des grands régimes, de prendre des compléments alimentaires, c'est pas donné à Bien tout le sûr. monde. Mais un Mmh. traitement antibiotique adapté, ils n'ont plus de douleur, alors qu'ils ont eu 2 semaines de traitement, alors qu'ils ont souffert toute leur vie et qu'ils ont vu tous les psychiatres. Je peux vous dire qu'ils vous prennent vraiment pour des guérisseurs, quoi.
Donc voilà, donc le c'est dans la tête, je veux bien qu'il y ait une part psychologique à tout, ça existe. Mais ça fait partie des stress émotionnels. Le stress est un facteur déclenchant aussi. Mmh. Voilà, mais le c'est dans la tête, j'aimerais mieux ne plus trop l'entendre, quoi. Bah, oui, Et je pense qu'il y aurait beaucoup de témoignages par rapport à ça. ce n'est point anodin si je vous voilà, si Mmh. j'en ai parlé. Mmh. Heu, Dernière question, quel projet, ça passe très vite, portez-vous à la Fondation Luc Montagnier, et comment les auditeurs peuvent-ils en savoir plus? Alors, bon, et déjà, ils vont sur le site internet de la fondation, hein, Fondation Luc Montagnier, tout simple. Ben, nous, le but de la fondation aujourd'hui, c'est de développer le test que le professeur Montagnier a mis au point avant son décès, qui est le test des signaux électromagnétiques. Mmh, Il part du principe que que l'ADN des bactéries va émettre un signal. Donc, on est d'accord, très proche, en fait, de la physique quantique et de la médecine énergétique et de énergétique, l'homéopathie. Voilà, mais et ce signal, même si les anticorps ne sont pas là, si la bactérie émet ce signal, eh ben, ça veut dire que la personne a une infection chronique. Et si elle a une infection chronique, on peut faire un traitement. Donc nous, c'est de divulguer et de rendre ce test, que tout le monde puisse faire ce test. Et le grand projet du professeur Montagnier, c'était de faire ce test en préventif. Parce que si ce signal existait, cela veut dire qu'il y avait une infection chronique était présente et une maladie chronique en préparation, et traiter la personne en amont. Ça, c'était son grand projet, et c'est ça. Donc, j'aimerais bien pouvoir réaliser son rêve. Bah, pour ça, on a besoin d'argent. Donc, bah, la Fondation organise des événements pour ça. Elle organise des conférences pour les médecins, un grand gala caritatif le 30 août à oui, Aix-en-Vex, j'allais près vous du le lac Léman. demander, oui. Voilà. Voilà, donc bah, je veux en parler. Et le but, ce sera en fait d'avoir le maximum de personnes qui nous aident pour récolter des fonds pour qu'on puisse continuer tous les projets de la Fondation. Donc le Voilà, gala, donc vous ça, c'est pouvez vraiment... pardon docteur, le gala, vous pouvez nous rappeler, Alors la date, c'est le 30 août à Aix-en-Vex. Ouais. On aura un chanteur d'opéra qui est Nicolas Rigas. Certains le connaissent. Il joue Mmh. actuellement la Pleine Hélène au Festival d'Avignon. Il a chanté à New York. C'est vraiment un chanteur d'opéra. On aura Remarquable. Clémence Oudiakova comme animatrice pour cette émission, avec qui j'ai réalisé une émission il n'y a pas très longtemps. Mmh. Donc, ça sera une soirée très festive, hein. Tout le monde peut y aller. C'est pas uniquement les médecins et les scientifiques. Au contraire, on veut faire vraiment quelque chose de gai, porté sur l'avenir, sur la nouvelle médecine, pour nous aider à développer tout ça. Donc, toutes les informations sont sur notre site internet, www.fondationlucmontagnier.org. Et l'adresse mail, c'est gala@fondationlucmontagnier.org pour avoir des renseignements. Voilà, donc ça, c'est l'événement ouvert à tous du 30 août. Le 4-5 octobre, nous, on va organiser par contre une conférence scientifique pour les professionnels de santé, D'accord. pour former tous les médecins aux signaux électromagnétiques. Et on a la chance d'avoir Didier Raoul comme intervenant. Ah, vous avez dit tiens, oui, Il comme va venir à cette intervenant. conférence. Il va D'accord, venir, ça sera près de Bourg-en-Bresse, dans un château à Neuville-sur-Ain. très bien. Écoutez, ma dernière question, si ça ne vous dérange pas, je souhaitais revenir un peu sur, ce que vous, disiez tout à l'heure concernant, j'entends beaucoup de gens autour de moi voilà, qui parlent de fibromyalgie, je vous ai parlé de SED. Le SED, j'ai pas pour être honnête, j'ai pas. Vers dans l'os, ouais. Oui, oui. Est-ce que la fibromyalgie et le SED, puisqu'il y a des auditeurs de Radio Courtoisie qui en parlent aussi, c'est 2 choses qui pour vous sont perdues d'avance ou pas du tout? Alors la fibromyalgie, on a bien compris que non, mais le SED, par exemple? Écoutez, ceux que j'ai eus, moi, avaient des signes. J'ai trouvé des infections chroniques dans ce syndrome des nerfs dans l'os. D'accord. C'est un peu différent parce qu'il y a peut-être un facteur génétique et d'autres facteurs, Ouais, mais il y a quand même ce syndrome douloureux chronique, beaucoup de choses. Je crois qu'il faut tout explorer. Alors, on va pas tout trouver à 100%, d'accord? On va pas bien trouver à sûr. 100%, mais j'ai envie de dire qu'à 80%, on peut trouver en fait, un signal infectieux, des métaux lourds, quelque chose qui peut les aider. Je crois que ce genre de pathologie, il y a peut-être des pathologies qui sont plus compliquées, sur lesquelles on n'aime pas trop les voir, et parce qu'on sait qu'on aura peut-être plus de difficultés. Mais ce syndrome-là, j'en ai eu, surtout les fibromyalgies, et je pense qu'on peut beaucoup les aider. Voilà, et c'est dans la tête, c'est rien,
Voilà, prenez les antidouleurs, ça suffit pas. Franchement, j'ai trouvé pratiquement des signes infectieux chez toutes les fibromyalgies et voilà, et ça, il D'accord. faut vraiment, enfin vraiment, il faut donc ça c'est vraiment important parce que c'est vrai, c'est des patients qui sont un peu trimballés un peu partout Oui, puis qui sont et voilà, et qu'on excusez-moi du terme, entre guillemets, qu'on bourre de médicaments, oui, d'antidouleurs, d'antidouleurs, ils ont abîmé leur foie. anti-inflammatoires, et cetera. Alors il faut savoir que plus tous ces antidouleurs on a eu la même chose au moment du covid avec, le paracétamol, J'allais vous terminer par produit cela, ouais. ah bon, Dites-moi, bon, je vous en prie, il nous reste, 30 secondes. bah, en fait, tous, qui vont en fait carencer l'organisme en glutathion et le D'accord? glutathion, c'est notre antioxydant le plus puissant qui va nous aider à se débarrasser des bactéries. Donc attention à tous ces produits qui sont en fait des toxiques hépatiques et qui peuvent aggraver la maladie au long cours. Voilà, D'accord. donc voilà, chercher la cause, toujours chercher la cause. C'est la chose la plus importante quand on a une pathologie et c'est ce qui manque aujourd'hui. Bah, écoutez, cher docteur, Skorupka, vous avez été très clair et ce fut très intéressant. Ce sera malheureusement, et ça passe vite, hein, le mot de la fin. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie et du RCMA que donc vous êtes, présidente de la fondation Luc Montagnier. Merci d'avoir été plutôt, des nôtres et j'espère à très bientôt. Eh bien, à très bientôt, j'espère aussi. Merci encore pour m'avoir invité et Merci à c'était un vous, plaisir aussi pour moi. Merci. c'est réciproque.